Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, c'est une vente d'ores et déjà annoncée comme historique. Les propriétaires du château de la Chardière ouvraient leurs portes cette fin de semaine pour vendre la quasi-totalité de leurs biens. Au-delà des témoignages précieux de tout un pan de l'histoire vendéenne, ce sont aussi des morceaux de vie de plusieurs générations d'une même famille qui vont être mis aux enchères. Grégoire de Châtillon. Un château à vendre, avec à l'intérieur son mobilier et ses archives, un patrimoine exceptionnel mis aux enchères. Parmi les pièces remarquables, ce portrait du comte de Suzanais, général des guerres de Vendée, un cadeau de Louis XVIII à sa veuve pour service rendu à la couronne. À côté, le cordon rouge du général. Ce sont ainsi plus de 600 lots qui doivent quitter le château de la Chardière. La famille de Suzanais, vieille famille vendéenne, se sépare de son héritage qu'elle ne peut plus conserver. Maintenant, c'est une page qui se tourne. Et puis, il y a un moment, malheureusement, où ça s'arrête, on ne peut plus entretenir. Et mon but, c'est que quelqu'un ait les moyens d'entretenir et redonne toute sa splendeur à cette propriété. Si moi, je me retrouve une maison confortable mais standard, les choses ne rentreront pas. Donc voilà, il faut faire le choix de se séparer de beaucoup de choses et en espérant faire plein d'heureux. Une des bibliothèques connues pour être l'une des plus complètes sur la Vendée militaire, de la vaisselle, des chaussures d'enfants de la famille datant de la moitié du 19e siècle, tout doit partir. C'est le souhait de cette famille qui est longtemps restée attachée à sa commune de Chavagne-en-Paillé. C'est une famille qui est là, qui est présente depuis plusieurs siècles, qui a fait beaucoup de choses pour Chavagne, au niveau des écoles, au niveau du sport, enfin tout ce qui était très social. Ils sont beaucoup occupés de leur commune, ils l'aimaient profondément. Et puis il y a un autre personnage quand même très important de la famille qui est Hélène de Suzanais, ma grand-mère, qui a fait de la résistance, qui a organisé la venue d'enfants juifs sur Chavagne pour les cacher. J'ai un de mes grands-pères qui était ambassadeur, qui a épousé une américaine, une riche américaine, et qui a transporté beaucoup de meubles qu'elle avait aux États-Unis, qui sont ici. Il y a un très joli, très beau piano, il y a beaucoup de livres en anglais, beaucoup de mobilier américain. Donc c'est vrai que c'est assez atypique pour une vente de château vendéen de trouver ce genre de mobilier. Donc je pense qu'il y a certainement des décorateurs et des amateurs d'art anglo-saxon qui seront très contents de découvrir certains objets. La vente se déroulera ce vendredi et ce samedi sur place au château de la Chardière. Voilà plus de 200 ans que Napoléon est mort, c'était le 5 mai 1821. 2 siècles plus tard, son héritage demeure à La Roche-sur-Yon. Alors à cette occasion, la ville organise 2 week-ends d'animation autour du personnage historique. Au total, une dizaine de propositions culturelles seront faites au public ce week-end, ainsi que le 13 novembre prochain. La ville de La Roche-sur-Yon a souhaité commémorer Napoléon sous formes diverses. La première par l'organisation d'un trophée des échecs, la seconde par un colloque qui réunira un certain nombre d'historiens de haute qualité. Et évidemment, ces manifestations seront aussi agrémentées, si je puis dire, de pièces de théâtre et de célébrations, et notamment au pied de la statue équestre de la ville de Napoléon, où il y aura des reconstitueurs. Ils représenteraient la moitié du volume de nos poubelles et un tiers de leur poids. Les emballages alimentaires font partie des déchets qu'il faudrait réduire en priorité pour soulager la planète. Encore faut-il avoir des contenants à portée de main quand on fait ses courses. Un jeune créateur d'entreprise vendéen est peut-être justement en train de développer une alternative. Avec Cycléo, Charles Viau propose donc des contenants en verre consignés directement au milieu des rayons de supermarchés. Chaque testeur pour son petit QR code. Le principe est très simple, il suffit de se munir de son téléphone et scanner un QR code. On met à disposition des grandes surfaces et des petits commerçants une borne pour avoir des contenants propres. Donc tous les jours il y aura des contenants propres dans lesquels n'importe qui aura l'application Cycléo pourra s'identifier et récupérer n'importe quel contenant, des grands, des petits, des moyens, des ronds. Et derrière il pourra se diriger vers tous les rayons traditionnels à la coupe, boucherie, poissonnerie, traiteur, fromagerie, et même les rayons vrac pour se servir tout simplement.
et donc ne plus utiliser d'emballage alimentaire à usage unique. Une fois le contenant utilisé, le client peut retourner chercher sa consigne qui varie de 2 à 5 € en fonction de la taille de la boîte et ensuite le déposer pour le lavage. Retour pareil, on prend son petit QR code, on s'identifie auprès de la borne. La borne maintenant est ouverte et on n'a plus qu'à déposer son contenant. On récupère les contenants sales dans le but de les laver, donc à proximité, dans un local qui se trouve au Fenouillet. Et puis le petit plus, le petit projet dans le projet, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est pas faire de greenwashing, c'est-à-dire de faire de la fausse écologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup d'eau évidemment dans une laverie, et l'objectif c'est de revaloriser cette eau-là, qui sera notre déchet, vers un jardin qui sera éducatif et solidaire. Pour le moment, ces bornes sont en phase d'expérimentation avec seulement 20 testeurs. L'objectif pour la start-up, travailler pour un plus large public et développer des partenariats avec 16 petits commerçants et 6 grandes surfaces d'ici à 2022. On sait maintenant quelle technologie on va utiliser. Et puis pour la partie sanitaire, voilà, on sait que comment maintenant orienter notre vraie borne. Là aujourd'hui, c'est un prototype qu'on a fabriqué nous-mêmes, mais demain, grâce à ces tests, on sait vers quoi on va s'orienter. Et le gros point positif qu'on a eu, c'est pas mal de retours de personnes qui nous disaient que finalement, ils étaient maintenant contents d'acheter leurs produits à la coupe et sans déchets. L'expérimentation se terminera à la fin du mois. À terme, le paiement puis le crédit de la consigne pourront se faire sur l'application Cycléo, encore en cours de développement. Si tout se passe comme espéré, le process devrait être industrialisé d'ici à la fin de l'année. Et puisque l'on parle écologie, c'est un nouveau moyen de déplacement que vous devriez voir apparaître dans les rues de La Roche-sur-Yon. L'agglomération a présenté les trottinettes électriques qu'elle met depuis cette semaine à disposition du grand public. Un service de location à la minute ou par abonnement qui se fait par smartphone. Une centaine de trottinettes sont donc pour le moment mises en circulation. À terme, la flotte comptera 250. Pour l'utilisation, c'est très simple. Vous allez télécharger l'application Bird sur votre smartphone, vous allez créer un compte, introduire un moyen de paiement, une carte bleue ou PayPal. Et derrière, pour utiliser la trottinette électrique, vous allez devoir scanner avec votre smartphone le QR code de la trottinette électrique. Chaque trottinette électrique est équipée d'un QR code, qui est l'équivalent de sa plaque d'immatriculation. Une fois le QR code scanné, vous allez pouvoir circuler avec la trottinette électrique. Et pour la stationner, vous allez devoir stationner obligatoirement la trottinette électrique dans l'une des 72 aires de stationnement définies avec la ville de La Roche-sur-Yon. Et sachez que des zones de circulation interdites ou à vitesse limitée pour ces trottinettes vont être mises en place. Pour mémoire, la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs est interdite et leur utilisation est réservée aux plus de 12 ans. Partons maintenant dans les coulisses du prochain spectacle des Bénévoles du Cœur. Un spectacle auquel vous pouvez assister jusqu'à lundi après-midi. Après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la crise sanitaire, la troupe est de retour sur scène. Le principe reste le même, une partie de la recette est remise au Resto du Cœur. Albin Mouton. Dernier réglage pour les Bénévoles du Cœur. De vendredi à lundi, l'association se produit à 4 reprises au profit des Restos du Cœur. Un spectacle qui a demandé beaucoup de temps et de travail. C'est énormément d'engagement parce que c'est toutes les semaines depuis le mois d'avril, fin mars, début avril, toutes les semaines au moins une répète par semaine. Là, depuis 2 mois, c'est 2 répètes, voire 3 par semaine. Donc c'est beaucoup d'engagement et faut savoir ce qu'on veut. Faut être prêt quand on signe quoi. Et mais on aime ça et c'est pas grave le temps que ça prend. Au total, une 50aine de bénévoles préparent ce show à l'image de la soirée des Enfoirés. Une véritable troupe où tout le monde se connaît et chacun sait ce qu'il a à faire. Vous allez découvrir donc un spectacle musical où il va y avoir chacun sa fonction. Il va y avoir des chanteurs, il va y avoir des animateurs, il va y avoir des accessoiristes et vous allez voir tout un spectacle chantant et il va y avoir aussi un petit peu de comédie donc avec les sketchs avec les 3 animatrices. Alors, on est une équipe mais on est avant tout une famille parce qu'on se connaît depuis quelques années maintenant, depuis plusieurs années et c'est vrai que on se connaît tous très très bien donc c'est hyper convivial, c'est hyper chaleureux, c'est beaucoup de rigolade, donc c'est ce qui fait aussi qu'on prend plaisir sur scène tous ensemble. Les 4 représentations sont au programme, 4 spectacles caritatifs. Une partie de la somme récoltée lors de la vente des billets sera reversée au Resto du Cœur de Vendée. On va remettre un chèque donc au Resto du Cœur
aux environs du mois de décembre. Et ça leur permet à eux soit de le transformer en repas, soit pour acheter du matériel. Des fois, ils ont besoin d'acheter. Je sais qu'une année, on leur avait donné 8 000 €. Ils avaient besoin d'acheter un petit véhicule frigo pour pouvoir déplacer leurs denrées périssables. Donc, ils avaient acheté un véhicule avec cet argent-là qu'on leur avait donné. Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, entre 1500 et 2000 personnes sont attendues au total pour ces 4 spectacles organisés par les bénévoles du chœur. Quelques images aussi des répétitions du chœur classique Le Noura, association sablaise de chanteurs qui fête pour sa part ses 52 ans d'existence. Le Noura se produit donc le 6 novembre avec un grand concert anniversaire accompagné par les Sables Orchestra. Les réservations se font donc auprès de l'office de tourisme de la ville. Écoutez. On a décidé en décembre 69 de réunir des gens qui avaient envie de chanter, un petit groupe de 25, et on a commencé comme tous les chœurs, par la chanson populaire ou par la chanson moderne. Le Noura, oui, est aujourd'hui un chœur classique qui a fait des grandes œuvres parce qu'on a des chefs qui se sont invités, y compris des gens de l'Opéra de Paris. Donc on a fait des grandes œuvres comme le Requiem de Mozart, Requiem de Fauré, les saisons de Haydn, voilà. L'actualité cette semaine, c'est aussi le 57e championnat de France de surf organisé au Sables d'Olonne depuis le week-end dernier. Les compétitions s'enchaînent et la concentration est donc de mise pour les surfeurs, mais également pour les juges qui les encadrent. Pierre Dalicieux a pu en suivre certains. Des championnats de France de surf qui jusque-là auront attiré beaucoup de monde selon les organisateurs. De nombreux amateurs mais aussi des curieux. Et pour ces derniers, difficile de bien comprendre comment sont départagés et noter les concurrents. Explication avec ce juge. En fait, on évalue le degré de difficulté, la prise de risque, la variété du répertoire technique. Est-ce que le surfeur propose toujours la même chose? Est-ce qu'il a une variété plus étoffée de manœuvres, de choses qui sont proposées sur la vague? Est-ce que c'est proposé aussi à bon escient? Est-ce que c'est la manœuvre idoine à l'instant T sur la vague? Et ensuite, si on fait un mélange de tout ça, il y a un mot qui est un peu obscur dans le jargon des juges, ça s'appelle le flow. C'est est-ce que le surfeur il est capable de mélanger un peu tout ça et d'avoir une fluidité dans l'ensemble et un bon mélange de tout ça. À chaque épreuve, ces juges ont les yeux rivés sur les vagues et les 450 surfeuses et surfeurs qui défilent durant 10 jours. Rien ne leur échappe. Juge en compétition de surf, un métier dont on ne vit pas forcément toute l'année. On a en fait un circuit fédéral en France où on est 4-5 chefs juges à faire les panels, à être toujours présents sur toutes les compétitions fédérales. Et à côté, sur le circuit fédéral en France, les compétitions, il n'y en a pas assez dans l'année en fait pour considérer qu'on puisse en vivre. Et tous les juges sont défrayés et payés sur tous les jours de compétition. Là, sur les championnats de France, c'est un peu la compétition de l'année où tout le monde se retrouve et que tout le monde attend. Un événement est venu récemment changer la donne dans le monde du surf, c'est l'entrée de cette discipline dans les Jeux Olympiques. Pour la première fois durant les derniers JO de Tokyo, une très bonne nouvelle pour le surf et tout ce qui gravite autour. C'est un énorme bond en avant, c'est une reconnaissance du sport au niveau mondial puisque les JO c'est quand même ce qui est c'est énormément médiatisé et c'est un énorme bond en avant aussi pour la reconnaissance du surf et la découverte du surf de tous les gens qui ne connaissent pas partout dans le monde. Fin de la compétition le 31 octobre prochain, les surfeurs amateurs vont pouvoir retrouver leurs vagues ici au Sables d'Olonne, ville de surf à n'en plus douter. Il reste 40 secondes les filles. Un mot du Vendée Globe avant de se quitter. Les annonces autour de la prochaine édition en 2024 se multiplient. Lundi, on apprenait qu'Alex Thompson ne serait pas de la partie. Et bien mercredi, suite de l'information, à 28 ans, c'est Alan Roura qui sera sur le dernier Hugo Boss lors du prochain départ. Le Suisse annonce qu'il a racheté le voilier. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre fidélité. 1er novembre oblige, prochain rendez-vous avec l'actu mardi matin dès 7h avec Alexandre Debray. Surtout, n'oubliez pas le changement d'heure ce week-end. Bonne fin de semaine à tous.